Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La police a abandonné ce corps dans les grottes. Pourtant, il ne reste jamais au même endroit. La police refuse de récupérer un cadavre dans les grottes de notre région, mais chaque fois que je le vois, on dirait qu'il a été déplacé. Il y a 2 semaines, un cadavre a été découvert dans une grotte située à quelques pâtés de maison de la maison où j'ai grandi. J'ai appris la nouvelle la veille de Pâques par un SMS de mon petit frère. J'étais assis à l'aéroport, prêt à embarquer sur un vol en provenance de Géorgie, où je fais mes études, pour rentrer dans ma ville natale du Kentucky pour les vacances de printemps. D'après Jacob, le défunt n'avait pas encore été identifié. Il avait été découvert samedi matin par un couple de la région, coincé au fond d'un passage appelé First Date. Il n'y avait aucun signe de crime. La mort de cet homme semblait être un accident sans équivoque. Un cas classique de spéléologue trop sûr de lui, s'enfonçant plus profondément qu'il n'aurait dû. Le soir de mon arrivée, Jacob m'a dit de prendre ma lampe frontale et m'a conduit à la seule entrée que la police n'avait pas encore bloquée. Pour situer le contexte, ma ville natale abrite une petite communauté de spéléologues passionnés qui s'intéressent principalement à un réseau appelé Needle Caves. Bien qu'il soit loin d'être aussi vaste que le joyau de mon état, le parc national de Mammoth Cave, il regorge néanmoins de parcours intéressants. First Date est dissimulé derrière un imposant pilier de calcaire, au fond d'une vaste caverne. La plupart des visiteurs restent dans la salle principale. Le plafond y est haut et parsemé de stalactites, et l'on trouve des rochers lisses sur lesquels on peut s'allonger pour admirer les formations. First Date se distingue par un sol parfaitement plat et une entrée d'une largeur trompeuse. Il a la forme d'un couloir, mais plus on s'enfonce, plus les parois se resserrent. Il finit par devenir si étroit que même les enfants ne peuvent plus s'y faufiler. Apparemment, après ce goulot d'étranglement, le passage débouche sur une petite salle. Mais à ma connaissance, personne n'est jamais arrivé jusque-là. Quand Jacob et moi sommes arrivés, l'entrée était sommairement barrée par du ruban de signalisation. Alors que nous nous glissions dessous, nous avons entendu des voix résonner dans l'obscurité devant nous. Je pouvais distinguer plusieurs voix distinctes, mais je ne parvenais pas à comprendre ce qui se disait. Nous avons pénétré prudemment dans la salle, prêts à prendre nos jambes à notre cou si nous voyions les flics, mais il n'y avait personne. Il semblait que le groupe qui nous avait précédés venait de partir au moment où nous entrions. Je me suis frayé un chemin jusqu'à First Date, et j'ai retenu mon souffle en regardant à l'intérieur. Le corps était coincé de travers dans l'étroit couloir. Il se trouvait tout au fond du passage, à une dizaine de mètres de l'entrée. Coincé si fermement que le calcaire tirait la peau de son visage vers les oreilles, lui donnant presque l'air de sourire. Sa tête était tournée vers l'entrée, les yeux ouverts. La roche le maintenait parfaitement droit. Il y avait là quelque chose de saisissant, de cinématographique. Regarder à travers ce cadre de calcaire déchiqueté donnait l'impression de regarder dans un Viewmaster. Alors, les flics vont le laisser là pour toujours ? Ai-je demandé à Jacob pendant notre remontée. Il a haussé les épaules, m'expliquant qu'il y avait déjà eu une tentative infructueuse pour récupérer le corps. L'homme était coincé plus profondément qu'il ne semblait possible, et les autorités étaient encore en train de régler les détails logistiques pour faire descendre des équipes de sauvetage ou des engins dans les profondeurs. C'était le premier décès dans les Needle Caves. Il n'était donc pas surprenant que la récupération soit lente, d'autant plus que le type n'avait pas de famille pour faire avancer les choses. Mardi soir, j'ai été chargé de rassembler mes jeunes frères et sœurs pour le dîner. Je n'arrivais pas du tout à joindre Jacob. Comme ses appels échouaient sans cesse, j'ai supposé qu'il traînait dans l'un des repères habituels, et j'avais une assez bonne idée de lequel. Quand je suis revenu dans la caverne,
j'ai trouvé 5 amis de Jacob rassemblés près du passage. Ils ont fait un bond en me voyant, visiblement gêné. Et pour cause. Jacob était plongé dans le first date. À vue de nez, il n'était pas à plus de 2 longueurs de bras du corps. Il racontait à ses amis à quel point il était sur le point de toucher le cadavre. Je ne l'ai pas réprimandé devant ses amis, mais je lui ai passé un savon sur le chemin du retour, non seulement pour son manque de respect envers les morts, mais aussi pour les maladies qu'il risquait d'attraper en touchant à main nue un cadavre en décomposition. Je me suis dirigé vers l'entrée du passage pour l'aider à sortir, mais lorsque ma lampe a balayé l'intérieur, j'ai vu quelque chose d'étrange. L'homme semblait être plus en arrière qu'il ne l'était il y a 2 jours. J'aurais pu mettre cela sur le compte d'un jeu de lumière, mais l'expression de l'homme avait également changé. Auparavant, comme je vous l'ai dit, les rochers tiraient sa peau vers les oreilles. À présent, ses joues étaient retroussées vers son nez et ses lèvres étaient poussées vers l'avant, formant une moue. Il y a 2 jours, sa lutte pour atteindre la sortie était évidente. À présent, on aurait dit qu'il était mort en essayant de reculer. Alors que mon frère se dégageait tant bien que mal, j'ai demandé si quelqu'un avait touché le cadavre, pensant qu'on l'avait peut-être enfoncé plus profondément. Ils ont tous nié avoir touché le corps. L'un d'eux a évoqué un gonflement, ce qui semblait assez plausible. Avant de partir, Jacob m'a dit que la police était enfin prête à procéder à la récupération et que Needle Caves serait entièrement bouclé le lendemain matin. À 2h du matin, ce mercredi-là, j'ai été réveillé par Jacob, avec qui je partage ma chambre, qui s'habillait. Il m'a dit qu'il avait perdu son téléphone à First Date et qu'il était certain que la police le trouverait pendant le nettoyage. Et il était terrifié à l'idée de perdre son appareil ou d'avoir des ennuis pour intrusion sur une scène de crime, voire les 2. Exaspéré, je lui ai proposé d'aller le récupérer pour lui. J'étais le spéléologue le plus expérimenté, et comme j'étais plus mature que lui, je risquais moins d'avoir des ennuis avec nos parents. À 3h du matin, j'étais de retour dans la salle. Comme la première fois, j'entendais des voix provenant de l'obscurité devant moi. J'éteignis ma lampe et tendis l'oreille. Les voix étaient inintelligibles, et je me rendis compte pour la première fois que j'entendais peut-être une langue autre que le français. Je gardai la lumière éteinte et m'appuyai sur les parois pour m'enfoncer plus profondément, jusqu'à ce que j'entende une dernière série de murmures, suivie d'un silence abrupt. Une fois arrivé au pilier, j'ai allumé ma lampe. Le cadavre se trouvait toujours dans le passage First Date, et je pouvais voir le téléphone par terre à quelques centimètres du goulot d'étranglement. J'avais emporté un manche télescopique, du genre de ce qu'on utilise pour ramasser des déchets, mais je devais quand même m'approcher dangereusement près du corps pour l'attraper. Je pénétrai dans First Date. Le sol plat me procura un faux sentiment de sécurité jusqu'à ce que les parois commencent à se refermer. Mon souffle se coupa lorsque la roche se pressa contre ma poitrine et ma colonne vertébrale. L'air était chargé d'une odeur écœurante de pourriture. Je serrai mon masque contre mon visage, mais cela ne servit pas à grand-chose. Je m'arrêtai brusquement en croyant apercevoir un mouvement devant moi. C'était subtil, un léger mouvement de la tête de l'homme, comme si son cou finissait par céder sous le poids de son crâne. Je braquai ma lampe directement sur son visage et fixai la peau grise et cireuse du cadavre pendant un moment. Mais comme je n'entendais ni ne voyais rien d'autre, je chassai cette pensée de mon esprit et forçai mes jambes à faire les derniers pas. Une fois assez près, j'ai déployé la pince. Il m'a fallu 3 essais, mais la pince a finalement saisi le téléphone. Alors que je le tirais vers moi, j'ai entendu un bruit de frottement. J'ai relevé la tête d'un coup, et ma lampe a balayé le cadavre au moment même où il commençait à trembler. Soudain, le torse fit un violent bond en avant, la tête claquant contre la poitrine dans un craquement écœurant.
L'espace d'une seconde, je crus que le corps implosait, mais il fut aussitôt projeté en arrière à travers le goulot d'étranglement. Lorsque la partie médiane, gonflée, heurta la partie la plus étroite du rocher, elle s'ouvrit en deux comme un fruit mûr. Je pouvais voir les viscères suinter sous la peau déchirée, tandis que le corps était forcé de passer à travers l'étroite fente. Le visage fut le dernier à passer, et je jure qu'on dirait qu'il m'avait lancé un regard suppliant avant d'être aspiré dans l'espace au-delà. Je fixai le passage désormais vide. 3 hommes se tenaient dans l'espace exigu de l'autre côté, blottis dans la pénombre. Leurs vêtements étaient encrassés et leurs cheveux ressemblaient à des cordes grises et raides. Celui qui était le plus proche de l'ouverture a croisé mon regard et m'a adressé un sourire en coin aux dents jaunes. Je me déplaçai vers l'entrée aussi vite que le rocher me le permettait. L'homme rit, disparut un instant, puis réapparut tenant une longue tige métallique, un morceau de barre d'armature, je crois, qu'il enfonça à travers les 3 passages. Il me lança l'extrémité aiguisée comme une lance, mais j'étais juste hors de portée. Il dit quelque chose aux autres, puis ils se dispersèrent tous dans l'obscurité derrière l'ouverture. J'ai gravi la pente plus vite et de manière plus désordonnée que jamais, rentrant chez moi couvert d'égratignures. J'ai raconté à Jacob ce que j'avais vu et il a semblé me croire. Plus tard dans la journée, je me suis rendu au commissariat pour faire ma déposition. L'agent m'a regardé d'un air désapprobateur pendant tout le temps. Quand j'ai eu fini, il m'a dit de ne pas lui faire perdre de temps avec mes farces. Selon lui, les secours avaient déjà retrouvé le corps depuis des heures. J'ai quitté le commissariat incrédule. Plus tard dans la journée, je les ai appelés pour confirmer les dires de l'agent et ils m'ont répété la même chose. Le corps retrouvé à First Date avait été récupéré ce matin-là et Needle Caves allait bientôt rouvrir au public. Cela n'avait aucun sens. Ceux que j'avais vus à First Date n'étaient certainement pas des agents de police. Même s'ils l'avaient été, comment diable avaient-ils réussi à passer le goulot d'étranglement ? La plupart des cartes de First Date indiquent une petite caverne au-delà du rétrécissement, mais il doit y avoir plus que ça. Je pense qu'il y a un autre passage de l'autre côté, mais je n'ai aucune idée s'il mène vers le haut à une entrée secrète du réseau de grottes, ou s'il continue vers un labyrinthe totalement inexploré et non cartographié. Bien sûr, tous mes potes disent que j'ai tout halluciné, ce qui je suppose est toujours une possibilité. Je n'ai jamais eu ce genre de problème auparavant, et j'ai déjà exploré First Date plusieurs fois sans incident, mais il peut se passer des choses étranges sous terre. Dès que j'aurai terminé le semestre, je retourne dans le Kentucky pour l'été. Et Jacob et moi allons essayer de filmer l'autre côté de la faille avec un rover télécommandé. En attendant, je vais m'efforcer d'oublier ces visages couverts de crasse et la façon dont ils m'ont souri depuis une salle sans issue, sans entrée connue, ni moyen de sortir. Par la suite, il m'est venu à l'esprit que s'il y avait réellement des gens de l'autre côté de First Date, alors les amis de Jacob, qui sont eux aussi des spéléologues passionnés, auraient peut-être entendu quelque chose. Je lui ai dit d'envoyer un SMS à ses amis pour leur demander. La plupart ont répondu non, mais 2 d'entre eux ont dit qu'ils pensaient avoir entendu quelqu'un parler une langue étrangère lorsqu'ils avaient traversé la salle principale dimanche soir. Ils pensaient que c'était des touristes dans un passage adjacent. Je sais que c'est loin d'être une preuve définitive, mais j'espère que cela contredit l'hypothèse selon laquelle j'aurais tout imaginé.